Arnakam Aruk. J'ai faim, très faim, de dévorer, de déchiqueter, de tuer. Mon cœur est rendu vif par le jeûne et les jours passés dans la nuit totale. Et le froid, un petit abri de chasse à l'écart du clan me protège un peu du souffle gelé et piquant de Scylla. Une peau de phoque barbue sur mon dos amoindrit ses morsures. Mes amulettes fétiches s'étalent sur ma poitrine nue pour que le dialogue soit favorisé entre moi et les Innus et les Tornaks. Ils sont tout autour de moi. Je les sens depuis des jours. C'est très souvent Amaruk lui-même qui vient me visiter, mais pas toujours. Et quand il vient, c'est lui qui me donne la vision du sang rouge, partout sur les murs et dans les veines du sol. C'est lui qui me fait tressaillir quand il fouette mes mandres avec sa queue grise. C'est son souffle esprit qui sort de ses narines, emplit ma bouche et fait pousser mes dents. C'est quand il mord mon cou, qu'il me secoue de gauche à droite, que je perds les nuques et que le loup prend la place. Alors je bondis de ma tanière, étourdi par la faim, la nuit et le blizzard, avec pour seul repère les veines rouges sous la glace qui me mèneront jusqu'à ma proie. C'était il y a plusieurs semaines déjà, difficile à dire, car depuis, c'est le tabou. Car depuis que le tabou a été brisé, la nuit ne quitte plus la terre des Inuits. Le vent furieux court en hurlant sur la glace pour dire sa colère et son indignation. Homme lune, en ne se montrant pas, nous fait comprendre lui aussi que l'incident de chasse provoqué par les jeunes représente un affront intolérable. Et depuis ce jour, les Inuits vivent dans une angoisse qui ne fait que croître à mesure que les réserves de viande, elles, s'amenuisent. Car aucun chasseur, aussi expérimenté soit-il, ne se risquerait hors de sa maison par un temps pareil. Même Akluok, le chef, le seul ici à posséder une motoneige, ne peut s'aventurer trop loin, sans risquer qu'on ne le retrouve plus tard perdu et gelé sur la banquise. Ce sont pourtant ses fils qui ont créé cette situation, et ce serait bien à lui de nous délivrer de ce mauvais sort. Je m'étais pourtant méfié. Son igloo, construit spécialement pour la fête donnée en l'honneur de ses fils, rentrés de la ville habillés comme des blancs, et je l'avais mis en garde en voyant la fierté dans ses yeux et les 3 fusils neufs qu'il avait déposés dans leurs mains d'enfant. Pas encore des hommes solides et sages, mais des chiots impulsifs et trop confiants. Alors il m'avait dit, ne t'inquiète pas, chaman, je les mènerai moi-même demain, chasser le tuku. Et même s'ils ont passé 2 longues années dans la ville pour étudier, je suis sûre qu'ils se souviendront comment un eunuque tue le caribou. Tôt le lendemain, Akluok enfourcha sa monotoneige, accompagné de ses 3 fils et de son frère, Unalak, qui prit le traîneau et les chiens. La journée s'annonçait belle, et la femme soleil mettait du courage et de la liesse dans les cœurs des chasseurs. Ils partirent dans un nuage blanc de rire et d'excitation, mais le soir, ils rentrèrent avec une mine fort différente, bientôt suivis par un petit tas de nuages noirs visibles à l'horizon. De levant le traîneau vide de Nunalak, les femmes dirent « La chasse n'a pas été bonne ? Nous avons devoir contenter de phoques desséchés. » « J'essaie, ce soir. » Atukluok répondit que les jeunes avaient tiré, mais que l'habileté leur faisait encore défaut. Il faudrait repartir demain. À ces mots, les 3 frères blêmirent et bredouillèrent qu'ils ne se sentaient pas d'humeur, ce qui rendit leur père tout rouge. Ils réintégrèrent vite l'abri et tentèrent de se faire oublier. Cette nuit-là, la tempête s'abattit sur les igloos de la famille et les mères fit son entrée précocement. L'ambiance était particulièrement lugubre dans la maison du chef et chacun mangeait sa part en silence. L'air autour de nous n'était pas comme d'habitude. Je le voyais se troubler par endroits, tandis que nous n'arrivons pas à nous réchauffer malgré la chaleur de nos corps additionnés. Les esprits tournaient dans la pièce et cela ne faisait aucun doute. Soudain, un raclement de gorge se fit entendre dans la première chambre. La peau de morse de l'entrée se souleva et un inconnu entra dans la lumière. Tremblante, des lampes agresse entretenues par les femmes, sa petite silhouette se découpait sur les peaux de phoques tendres au mur. Un petit rire moquerie s'échappa de la capuche et on perçait
On ne percevait pas bien son visage, enfoncé dans son lourd anorak de fourrure blanche, cousu entièrement de queue d'ermite polaire. Seul paraissait facilement à nos yeux sa moustache gelée, à la lueur pâle du blanc de ses yeux. « Pardon, chef, d'interrompre ton repas. Je suis un voisin de Blizzard. Je suis un Blizzard que le Blizzard a pris de court et qui n'a pas pu entrer de la chasse à son temps. J'ai sur mon traîneau le caribou que tes fils n'ont pas réussi à tuer ce matin. Leur inexpérience a fait ma fortune, et puisque je ne peux pas entrer dans mon foyer ce soir, je te propose de partager mon gibier avec toi et toute ta famille. Atulok répondit. Un eunuque ne refuse jamais l'hospitalité de quelques êtres qui lui fait en fait la demande. Dehors, Scylla fit entendre son impatience que l'hiver arrive. Mets-toi donc à ton aise, mon fils, Sylvotrek va décharger ton traîneau. Il fallut littéralement pousser Silvert pour qu'il ose sortir dehors. Un long silence flotta dans l'air et tout dévisagèrent l'inconnu qui se tenait debout devant eux, en émettant de petits rires narquois. Le jeune réapparut poussant devant lui les lourds morceaux encore frais du tublouk, ce qui souleva chez les femmes de furtifs éclats d'approbation. Le caribou avait été parfaitement tué et découpé selon les rites, mais en l'inspectant de plus près, je remarquai quelque chose d'anormal. Nulle part je ne pouvais trouver trace de la balle mortelle, et la gorge semblait avoir été grossièrement saignée, puis l'entaille maquillée habilement à l'aide d'un couteau, ce qui est interdit. « Comment l'as-tu tué » lui demandai-je, alors que tout le monde se servait et que les sourires revenaient sur les visages. « Je ne cherche pas les caribous avec un fusil. Je respecte la tradition ancestrale, je chasse à l'arc. » Des rumeurs d'admiration se répandirent dans l'abri du chef, et enfin des rires fusèrent tout à fait. Qu'est-ce qu'il est bon, ce caribou, j'en ai jamais mangé d'aussi tendre. Prétextant un jeûne chamanique, je ne mangeais pas la bête amenée par l'inconnu. Sa façon de dévisager le jeune était étrange, et l'esprit qui se trouvait derrière son corps me déplaisait. Mais les rires et les chansons endormirent ma vigilance, et je finis, comme tout le monde, par sombrer dans un profond sommeil. Je fis le rêve, celui-là, même, que j'ai fait toujours quand les esprits s'agitent autour du clan. C'est une histoire que ma mère m'a racontée, qui est arrivée, mais dont je me souviens comme un rêve. Cette nuit, comme celle-là, on fait un jour sans soleil, perdu dans les longs mois gelés de l'hiver boréal, une année de famille, de celles que tous redoutent et qui arrivent. Parfois, quand les esprits ombrageux se liguent pour nous faire payer nos mauvaises pratiques, j'ai à peine 2 ans. Dans le refuge de pierre du clan, il n'y a pas assez à manger pour tous et les Inuits sont pragmatiques. Et la marche à suivre quand un tel cas de famine se présente est implacable. Il faut sacrifier, éliminer une bouche à nourrir. On procède dans l'ordre. On commence par un enfant. Il ne peut pas encore travailler, il est donc inutile. De préférence. Oh, je sais pas où je suis. On choisit une fille, car seuls les garçons chassent, et enfin on prend l'enfant du plus mauvais chasseur, celui qui a le plus faible hérédité. Je suis une petite fille de 2 ans qui sait tout juste marcher et mon père est un chasseur très malchanceux. C'est moi, le chef, Atulok désigne. Ma mère hurle sa douleur, mais devant la pression et les ventres vides de la famille, elle doit céder. Mon père me prend dans ses bras, il me met nu, et je sors avec lui dans le blizzard. La suite du rêve est une vague de couleur rouge, comme le sang qui court dans les Inuits. Et dans les animaux, les canaux rouges qui irriguent tout, des pierres au ciel à la mer, rouge, rouge, rouge. Quand mon père vient enfin chercher ma dépouille, le vent a cessé, et l'aurore éclatante pointe à l'horizon, mais je ne suis pas encore morte. Assise, mais je ne suis pas morte. Assise, mes jambes et mes fesses trempent dans les viscères d'un caribou tué. Son sang tiède échappé à sa longue blessure à la poitrine me recouvre entièrement et me réchauffe de la tête aux pieds. À partir de ce jour, on m'a confié au chaman qui m'a donné mon nouveau nom, Nakarauk, la fille louve. Quand nous nous réveillâmes, l'inconnu avait disparu, le vent sifflait toujours et la nuit nous tenait serrés dans sa paume de glace. Sivudrek, l'aîné des 3 fils, manquait lui aussi à l'appel. Et tous cherchèrent Sivudrek autour du campement en vain. Que lui était-il arrivé ? Et l'inconnu était-il parti avec ?
L'angoisse avait sûrement fait son nid dans la tanière du clan d'Atluyok, et elle n'allait pas repartir de sitôt. Les esprits jouaient avec nos cœurs, je pouvais sentir leur excitation pareille à celle du chasseur, et je dis « La malédiction est sur nous, tes fils ont dû faire quelque chose de très grave durant la chasse d'hier. Kakortok et Toko, vous étiez sur Sivudrek. Racontez ce qui s'est passé. L'un de vous a offensé des esprits, je dois savoir qui c'est si je veux avoir un espoir de les apaiser. Mes fils n'ont offensé personne, chaman, répondit le chef irrité. Ils sont jeunes et débordent de fougue, mais j'ai confiance en eux et je suis sûr qu'ils ont observé les rites de la chasse. Ils portent mon héritage dans leur sang et ne peuvent pas avoir commis d'erreur. Livides, les deux frères se serraient l'un contre l'autre et ne piquaient mot. Je me retirai dans mon abri pour parler aux esprits, et toutes ces plaies s'abattent en même temps sur les Inuits en une seule journée n'étaient peut-être pas naturelles. Je pris le tambour, mis en ordre mes amulettes et commençai le rituel. La transe dura longtemps. Je m'épuisai dans la danse et dans le chant pour trouver des réponses à mes questions. Mais dès le début, je fus confronté à l'hostilité des Tarnacs, qui me chahutaient et me venaient attarder mon esprit. Même les plaires consacrées à mon abri luttaient contre moi et m'empêchaient de voir le rouge. Amaruk ne veut pas te parler en Garuk. Sa colère est immense et sa vengeance sur les Inuits sera sans pareil. Seulement, quand il sera apaisé, tu pourras lui parler. Mais cela prendra des lunes et des lunes, peut-être toute une vie d'Inuk. Ainsi parlaient les Tornacs à mon esprit. Je dus revenir dans le monde des zones car il me bloquait le passage. J'étais désormais empli de honte et de peur à l'idée que le clan se soit attiré l'immunité des esprits. Les Inuits ne peuvent pas survivre sur la terre gelée s'ils ne respectent pas les tabous que permettent leur survie. Je passais les jours suivants à tailler des statuettes en os de morse et de caribou pour tenter de les distraire, et nous chantâmes des chansons tous les soirs, mais rien n'y fit. La nuit s'était installée devant, et le vent ne faiblissait pas, et l'homme, lune, ne voulait pas réapparaître. Les réserves vinrent à manger rapidement et les chasseurs furent contraints à préparer des expéditions sur la glace vers les chasses lointaines où les surplus de viande étaient stockés. L'entreprise comportait nombre de risques, celui de se perdre dans le blizzard, mais aussi de tomber dans un trou d'eau, car l'hiver commençait à peine et la glace était encore fine par endroits. Mais la bravoure d'Altuyok n'était pas à remettre en cause, et c'est lui qui partit le premier avec sa motoneige et son second fils. Katotok. Les boussoles sont inopérantes au pôle, c'est donc à des détails insignifiants que se repère un Inuk sur la neige. Atukliok connaît les chemins comme si la carte du monde était gravée dans sa tête. Mais cette fois, tout était différent. Le souffle, esprit de Scylla, la grande déesse de la terre, sifflait dans ses oreilles pour la désorienter. Et Senna, qui gouverne la mer, jetait les flocons tranchants comme des lames à son visage. Et le chef, résolu, tenait bon pour sa monture mécanique, tandis que les éléments se liguaient à l'évidence pour le perdre. Puis son fils, dans les ténèbres, le vent tournoyant à geler, semblait se mêler aux hurlements d'Amaruk, de Katorok. Transi de foi, mais surtout de peur, pouvait voir à la limite des vaisseaux des phares et de la motoneige. Je me suis perdue. Les pattes d'une dizaine de loups qui couraient tout autour d'eux, la mort semblait inéluctable car même ils atteignaient la première cage qui n'était qu'un trou creusé dans la glace flanqué d'un côté de baleines érigées par leur seul repère. Qu'allait-il advenir d'eux quand les loups leur sauteraient dessus? À ce moment précis, je reçus la vision. L'inconnu, au manteau d'hermine, apparut dans la phare de la moto. Atluok fit un écart pour tenter de l'éviter et le père et le fils tombèrent à la renverse dans un trou d'eau. J'avertis immédiatement la famille, je secouai vigoureusement Toklo. Le dernier des fils, pour le faire se faire parler, blanc comme un cadavre, Toklo ne réagissait plus. Seuls ses yeux parcouraient leur orbite. En tous sens, semblait vouloir s'échapper de ce corps qui les maintenait prisonniers. Les pulsations de mon cœur guident à mon bras le rythme du tambour. C'est par le tambour que le passage de l'homme à la bête se fait.
Il faut que la tête, l'entendement s'emplissent du battement de l'ours et du loup, ou du phoque selon le chaman, pour que le passage d'une peau à une autre, d'un sang à un autre puisse être opéré. Nous saignons tous, nous sommes tous mus par le même élan, la viande crue juteuse qui cycle, quand on la croque avec ses dents, met dans la bouche des sourires lumineux et carnassiers avec des désirs de tuer, tuer pour vivre, pour jouir de sa vie dans l'instant. Les veines claquent à mes oreilles, comme le fouet sur l'échine des chiens et ça monte. Ah, ça monte à mesure et tout à coup, clac. Le rouge est dans mes yeux, clac. Tout mon corps est roulé par la pelle, ma mâchoire se tend, mes babines se retroussèrent, le cœur de la terre, de la mer et du ciel retentir fort et clair, comme là. Comme la glace, l'odeur du gibier a fallu dans mes poumons qui se lèvent, traçant des lignes de rouge dans le sol que je n'ai plus qu'à suivre, car c'est ce que je suis, un prédateur, à Maroc. Au ras du sol, dans la neige immaculée rapide comme une balle de fusil, je cours vers Tuku. Ma langue pendue qui traîne voit mieux que mes yeux le chemin et plus court menant vers mon œuvre de mort, entre les bosses de neige, les bois, de Tuku qui s'agite en rythme. La même énergie qui me pousse vers lui l'a prévenu de mon arrivée. Alors lui aussi court dans les rigoles de sang de la terre. Puis lui aussi tout est rouge, le rythme de mon souffle se calque sur le sien. Et quand j'arrive à sa hauteur et d'un bond, fluide et silencieux, mes crocs plongent dans son cou pour le faire chuter. Pendant que je dévore sa chair, son esprit s'éjecte dans ses grands yeux ouverts. Moi, qui ne suis plus que furie meurtrière, je secoue sa peau de toutes mes forces pour me frayer un passage jusqu'au centre de sa vie dans le silence rouge de la glace, éclaté retentit alors un cri d'homme. D'abord puissant de détresse, puis faible et résigné. Je sors un instant du festin chaud, et c'est le corps de Sivudrek, le premier des fils d'Atruok, que je tiens dans mes griffes, le loup. Son corps est mort, vite, mais c'était assez pour que je goûte à son esprit, que je comprenne qu'il n'était pas responsable du malheur qu'il frappe les Inuits. Il n'y avait là qu'une proie, pas un chasseur. Alors je me suis levée et j'ai titubé dans la neige. Mon crâne et mes bois me faisaient mal. Je n'avais pas même un râle pour dire ma résignation et ma peine d'avoir été prise par un Maroc si jeune. Si jeune, tout que je courais, si vite, mon pelage brun était si beau. Et comme je me sens engourdie à présent, comme j'ai froid sur les rayons éclatants de la femme soleil, plus tard, beaucoup plus tard, allongé sur le dos, mon esprit ne m'a pas encore quitté. Pour trouver une autre maison, peut-être passerai-je d'abord par le trou de lumière dans le ciel nocturne pour entrer dans l'autre monde où tous les plaisirs sont en abondance. C'est un monde vert, où l'herbe, bien grasse, ne manquait jamais, où la chaleur nous couve éternellement. À toute cette douce idée, je plonge sans réfléchir, mes mains sont mes boyaux chauds. Leur tendresse visqueuse m'apaise, et sous la chaleur de mon corps qui ne veut pas mourir, la glace fond doucement, et la mer m'embrasse, bientôt, complètement, pour éteindre mon feu. Je suis une tache rouge sur les cheveux de Senna, je suis un pouls sur son crâne de déesse marine, et ça l'hérite. Les grosses baleines franches viennent frotter leur dos râpeux de corail pour la soulager. On me pousse du nez sans ménagement, quel scandale. Mais si sur terre je suis pâteau et lourd, sous la mer, en revanche, le gros sac de graisse qui me protège du froid n'est plus qu'un fardeau. Je glisse dans les courants comme un seigneur. Peu d'animaux peuvent se rivaliser avec mes défenses, et je ne crains personne, car un morse sait naturellement se faire respecter. Je m'enfonce loin, sous la couche de glace, car je ne manque pas d'air. Un sang de fierté gicle de mon cœur et je propulse jusqu'à ma queue. Puissante, je fuse jusqu'à prochain trou dans la glace. Il m'attire là-bas, rais de lumière bleutée dans le silence. Je prends de la vitesse pour m'extirper d'un bond de l'eau. Étendre un coup sur dur et crâneur à la face du ciel. Une gerbe visqueuse, victorieuse, accompagne mon atterrissage sur la banquise et je tombe. Je bombe le carreau pour prendre de plein fouet le harpon du chasseur Inuk qui m'attendait de l'autre côté du trou. Il m'oppose une force égale qui s'enfonce dans ma cuirasse invincible accompagnée de la foudroyante douleur qui m'empêche d'attraper la goulée d'air libre, frais, que j'anticipais la seconde précédente avec un frisson. Le souffle de vie tranché net, je m'écroule comme un ballon percé. Et tandis que mon esprit s'enfuit, déjà par mes yeux le nom du chasseur qui prend ma vie m'est donné, Katurtok. Je sais que ce n'est pas lui qui a tiré sur un Marouk. Ah voilà, il rit à belles dents, satisfait d'avoir bien tué sa proie, sans souffrance inutile. Mon souffle en profite pour pénétrer dans sa bouche et se frayer un chemin jusqu'à ses souvenirs.
C'est Toklo qui tient le caribou immobile dans sa lunette. Il en est en embuscade derrière un monticule de neige à 60 mètres. Le vent est contre lui, sa tâche est facile. Mais à la seconde où il presse la détente, un loup blanc surgit de nulle part et se jette à la gorge de Tuk-Tuk. C'est lui qui s'écroule, terrassé de la balle de Toklo. Amarut ne l'a pas vu faire, il était trop loin et sans odeur. Il y avait Kratinwydr avec un fusil dans les parages, et maintenant, grâce à ma médiation, le grand loup connaît l'auteur du coup de son feu sacrilège. Car on ne tue pas le loup, jamais. Il est l'égal de l'Inouk. Amaruk comprend aussi que Toklo ne l'a pas fait exprès, et tous les souffles esprits reprennent un cœur. Il ne l'a pas fait exprès, Inouk n'a pas commis de faute. Amaruk, tu dois rendre à ce clan ses âmes disparues. Silla, esprit de la terre, Amaruk, esprit du grand loup, Inouk, homme singulier de l'Inuit, Tuklu, caribou, Tornak, mauvais esprit fantôme, et Onkakruk, chaman. Voilà pour l'histoire.